Installez-vous tranquillement. Donc, je vous rappelle le thème de la table ronde. C'est les grands défis des filières caprines européennes. Et donc, pour en parler, on a des gens de toute l'Europe, notamment donc, Antonio Rodriguez, qui est juste à ma droite, qui est président de la section caprine espagnole et qui était jusqu'à l'année dernière président de l'interprofession caprine. Et Jos Tolboom de la section LTO des Pays-Bas et qui est aussi président de l'interprofession. Et donc je vais leur demander et au milieu vous avez Sophie Espinosa qui va nous aider beaucoup parce que elle va faire la traduction parce que Antonio parle uniquement espagnol. Donc si vous comprenez, il n'y a pas de souci, mais elle fera la traduction. Et Jos va nous parler un petit peu en français et s'il a des problèmes, il parlera en anglais. Donc je vais commencer par Antonio. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la filière caprine espagnole, les enjeux? Bueno, pues buenos días. Buenos días. Yo soy Antonio Rodríguez, soy ganadero de caprino en Andalucía, Málaga concretamente, y responsable de una organización agraria a nivel nacional. Nuestro sector caprino español es un sector pues, de explotaciones familiares, sobre todo, son explotaciones familiares. Podemos estar en una media de en torno a los 500 cabras por explotación, puede ser la media nuestra más representativa, y es un sector bastante dinámico, importante, sobre todo en Andalucía, aunque también en Castilla-La Mancha y Extremadura tenemos bastante. Oui, donc Antonio Rodriguez s'est présenté, donc il est éleveur de chèvres dans la région de Malaga et donc il a présenté un peu le secteur espagnol qui a une moyenne, enfin qui est surtout constitué d'élevages familiaux avec une moyenne environ de 500 chèvres. C'est un secteur très important, notamment dans le sud de l'Espagne, dans la région de l'Andalousie, mais également Castilla-La Mancha et Castilla y León. En Murcia. Y estaba quedando en Murcia. Sí. Bueno, una parte importante de nuestro sector es mayoritariamente semiextensivo, no solo un intensivo puro, es semiextensivo. Se aprovecha todavía bastante los pastos, se aprovecha que los animales salgan al campo, que anden un poquito y esa producción de leche, nuestras razas principales pues están entre la malagueña, en la que pertenezco yo, la florida sevillana y la murciano granadina y la payoya son principalmente nuestras razas. Voilà, donc le secteur n'est pas constitué que d'exploitations intensives. Il y a énormément d'exploitations qu'ils appellent eux semi-extensives, c'est-à-dire où les chèvres sortent pour pâturer. Elles sont quasiment toutes dehors, avec des races locales, 4 principales races, la malagueña à laquelle il appartient, mais également la florida, la murciano granadina et la payoya, qui sont des races espagnoles très importantes. Y no sé más, vaya, como presentación inicial, si con esto tenemos bastante pour le moment, comme petite approche, première approche du secteur, voilà ce qu'il souhaitait dire. C'est parfait. Merci. Alors, à votre tour, Jos, de nous présenter un peu la filière caprine des Pays-Bas. Oui, merci. Ja, oui, je suis Jos Tolboom. J'ai une entreprise avec environ 900 de chèvres au milieu des Pays-Bas. Et comme presque chaque éleveur de chèvres en Hollande, c'est moi qui a commencé la ferme avec des chèvres. Dans le passé, c'était une ferme avec des vaches à lait et des porcs pour l'engraissement. Et il y a 30 ans, il n'y a fait pas beaucoup de chèvres en Hollande, mais maintenant, nous avons environ 400 entreprises avec des chèvres, produisant ensemble environ 400 millions de litres de lait. Alors environ 1 million de litres de lait par entrepreneur. Et la diversité est grande. Il y a beaucoup d'entreprises avec peut-être 400 ou 500 de chèvres, mais aussi des fermes avec 2000 ou 3000 de chèvres et tout au milieu.
Une grande différence avec la France est qu'il n'y a pas beaucoup d'éleveurs de chèvres qui font du fromage lui-même. C'est peut-être 10 ou 20 entrepreneurs qui font du fromage lui-même et le reste, c'est pour les fabriques. Le secteur biologique était relativement grand en Hollande. Je pense 15% des éleveurs ont une entreprise biologique, mais c'est parce que l'économie n'est pas très bien pour les biologiques entrepreneurs. Il y a plusieurs fermes qui ont quitté la production biologique et ont transformé en une traditionnelle ferme. Alors les producteurs biologiques mettent les chèvres en dehors, dans le pâturage, mais traditionnellement les chèvres sont dans le bâtiment tous les jours. Merci Jos. Je crois qu'aux Pays-Bas, vous êtes concerné par une obligation de baisse des émissions d'azote et de phosphate. Alors quelle est cette obligation et quel impact ça a ou ça va avoir ou vos craintes pour la filière caprine? En ce qui concerne le phosphate, le problème est que en Hollande, en total, le vache à lait, le porc, les poules, tous les élevages ensemble, nous produisons trop de fumier, trop de ligier. Alors, le coût pour nous pour mettre le fumier dans le pâturage quelque où, pour les pommes de terre ou pour les céréales, les fraises pour livrer le ligier, augmente très vite maintenant. Et nous avons des légers intéressants avec la paille dedans, c'est très bien pour la terre. Mais il y a des éleveurs de porc ou avec des vaches à lait qui ont le stockage du fumier tout plein, mais ne savent pas où le mettre. Alors c'est un problème de phosphate. Mais aussi de nitrogène. Et un autre problème est l'azote dans l'air, et qui est pour la biodiversité dans l'environnement un problème. Alors le but était de baisser l'émission d'azote. Mais hier nous avons eu des élections, alors maintenant je ne sais pas que va passer en Hollande. C'est compliqué la situation maintenant et très intéressant de regarder qui va passer maintenant. Je ne sais pas. Oui, vous êtes un peu dans l'attente maintenant de savoir si la législation va évoluer ou pas. C'est difficile parce qu'il y a aussi des règles de l'Europe et il ne peut pas dire non à l'Europe. Alors c'est difficile de dire qui va passer les années, parce que les règles d'Europe, ils sont toujours là. Et en France, une partie des éleveurs utilisent ces lisiers ou ces fumiers pour de la méthanisation. Il y en a peu aux Pays-Bas ou c'est une piste? Hier, j'ai vu une installation ici à Caprinov et je suis sûr que pour nous, c'est très intéressant. Et je sais qu'il y a quelques éleveurs de chèvres qui cherchent une installation comme ça. Alors, je reviens. Antonio, moi j'aurais bien voulu qu'on parle des coûts de production pour la filière caprine espagnole. Je crois qu'ils sont en hausse. Et est-ce qu'ils sont en hausse de façon importante et pourquoi? Et quel impact ça a sur la production? Bueno, pues desde varios años atrás, sobre todo desde prácticamente la pandemia y por diferentes motivos, cada año hemos tenido una problemática que nos ha hecho subir y además de una manera muy importante los costes de producción de la leche de cabra en España. Alors depuis la pandémie, effectivement, et pour d'autres raisons, les coûts de production ont augmenté quand même de façon très importante depuis déjà pas mal d'années et ça a eu un fort impact sur les élevages de chèvres. Tras la pandemia,
nos encontramos también con el conflicto bélico que tenemos en Ucrania, que hacía que poner en evidencia unas políticas, creo yo, erróneas de la Unión Europea durante décadas, que ponían de manifiesto que desmantelar los sectores productivos en nuestro país, en España por ejemplo, nos hacía ser dependientes de Ucrania, de ese grano, de esa alimentación, y ahí empezó uno de los problemas que hemos tenido, con la subida tremenda de la alimentación, de cereales, de los piensos, uno de los problemas unido a la subida de los costes energéticos, como el gasoil, la electricidad. Ahí empezó los grandes problemas del coste de producción de la leche de cabra en España. Et la situation a empiré encore plus avec la guerre en Ukraine, où, selon lui, ça a mis en exergue l'erreur des choix politiques européens de démantèlement du secteur primaire de la production, et qui a accru la dépendance, notamment vis-à-vis des céréales par rapport à l'Ukraine. Et donc le fort impact et la forte dépendance vis-à-vis de ces pays-là, et couplé à la hausse de l'énergie qu'on a connue ici aussi, gasoil, électricité, etc., ça a vraiment été un coup de massue pour les producteurs espagnols. Luego, un año después, cuando íbamos alcanzando una estabilidad, entre comillas, entre el precio que nos paga la industria, que nos sube un poco el precio para que podamos asumir esos costes de producción, nos encontramos con un año de los peores que hemos tenido, y sobre todo en nuestra zona, en el sur de España, en Andalucía, con la sequía, con la falta de lluvias, ¿no? Il a fallu un an du coup pour qu'ils obtiennent des hausses de prix des laiteries qui permettent de compenser un peu ces hausses de prix. Et malgré cela, ils ont connu la pire année productive de leur histoire, avec la forte sécheresse qui les a touchés cette dernière année. Una situación que ya nos lleva al sector a ver de qué manera incluso empezamos a alimentar a nuestros animales, ¿no? Porque ya no era la falta del grano, del pienso, que medianamente estaba estabilizado, sino que no teníamos la suficientemente forraje de avena o paja o alfalfa, y ahí es donde hemos tenido un grave problema este último año, que ahora estamos encontrando una estabilidad porque hemos cumplido, por lo menos hemos conseguido cerrar el año teniendo materia prima, y estamos a ver qué pasa con este nuevo año meteorológico, que en principio no está siendo tampoco demasiado bueno. Voilà, donc effectivement, au problème du surcoût des compléments, des aliments achetés, etc., s'est rajouté le manque de fourrage, et vraiment des interrogations très fortes des éleveurs de savoir s'ils allaient pouvoir trouver du fourrage, que ce soit la paille, l'avoine, la luzerne, qui a manqué. Et même s'ils ont réussi tant bien que mal à passer l'année, la météo de l'année qui commence, là, elle est vraiment pas bonne, et ils ont un peu peur de l'année qui arrive. Esa es la situación actual, y esperemos que confiamos en el tiempo un poco, que el año sea mejor y que se encuentre una estabilidad en todos los sentidos, porque si no lo tenemos bastante complicado. Voilà, donc ils espèrent vraiment que la météo va être plus clémente cette année, et qu'ils arriveront à se stabiliser, à que la situation ne se détériore pas. Et l'impact sur la filière, c'est quoi? C'est des gens qui arrêtent, moins d'installations ou une baisse de production? ¿Cuál es el impacto en el sector? ¿Ha habido bajada reducción de la producción, gente que ha tenido que dejar la producción, que parar, que quitar cabras? ¿Cuál ha sido el impacto? El impacto en la producción ha sido un descenso de la producción de leche de cabra, un descenso porque hay muchos compañeros que han decidido abandonar el sector. Tanto estamos hablando de una caída en la producción de en torno a un 9, un 10% en la producción de leche de cabra, y explotaciones que han abandonado el sector en torno a un 6%. Voilà, donc ils estiment qu'il y a eu une baisse de production entre 9 et 10%, baisse de la production de lait, et énormément de collègues exploitants qui ont arrêté, à peu près 6% des élevages qui ont dû arrêter. Pero todo esto junto a una falta de estrategia, a una falta de planificación de nuestros gobiernos
en torno a este sector que estamos hablando, pero es casi en todos los sectores. Voilà, et il dit tout ça c'est couplé à un manque de stratégie et de vision collective, et notamment du gouvernement qui ne tient pas compte en fait de la problématique et qui ne soutient pas forcément le secteur de l'élevage. Jos, vous, j'imagine que vous êtes aussi un peu concerné par des hausses de production, mais je crois aussi qu'il y a, alors vous pouvez nous en dire 2-3 mots, mais je crois aussi qu'il y a un problème sur un des débouchés que vous aviez, qui est la poudre de lait pour la filière asiatique. Comment elle se porte et qu'est-ce que ça représente pour la filière? Pour un peu de l'histoire, il y a 20 ou 15 ans, il y avait beaucoup de lait cru hollandais exporté en France. Mais la situation a complètement changé. Maintenant, la plus grande partie du lait hollandais est transformée au produit. La plus grande partie est le fromage, mais je pense 20 ou 30% est poudré pour aliments pour bébés, surtout en Chine. Maintenant, avec la situation économique en Chine, mais aussi la situation politique et logistique aussi, ce sont 3 problèmes qui viennent ensemble dans les aliments pour les enfants. Alors ça, c'est maintenant une marche difficile. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les producteurs du lait? En Hollande, nous n'avons pas une prise fixée pour 1 an ou pour plusieurs mois. Nous avons un prix du mois. Et maintenant, chaque mois, le prix du lait a descendu environ 1 ou 2 cents. Alors maintenant, je pense 3 centièmes par litre du lait, le prix a baissé. Ça va, mais avec les coûts augmentant, ça sera difficile dans quelques mois. Et les coûts de production augmentent aussi, comme en France et comme en Espagne, de façon importante? Les coûts de production ont augmenté beaucoup l'année passée, dans 2022. Et maintenant, la plus grande partie des coûts, ce sont les aliments. Et le prix des aliments a descendu 20% environ. Alors ça aide beaucoup. Mais les frais pour l'argent ont augmenté. Les gens travaillant pour vous, ils sont plus chers maintenant. Alors, en total, nous avons un prix que nous pensons est un prix très haut, mais nous avons besoin de ce prix maintenant. Nous ne pouvons pas perdre 5 cents, je pense. Antonio, tout à l'heure, vous parliez des éleveurs pour qui c'est de plus en plus compliqué. Le renouvellement des générations, c'est quelque chose qui est problématique, j'imagine, comme en France et un petit peu partout, et d'autant plus depuis quelques années. Est-ce que vous avez quelques chiffres ou une tendance? El relevo generacional es un problema en este sector en España, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un sector difícil, no es fácil producir leche de cabra y menos fácil si tienes incluso las administraciones de espalda a ti. Effectivement, le renouvellement des générations est un enjeu primordial en Espagne. Et même avant ça, déjà depuis de nombreuses années, et surtout quand on doit faire face à l'administration espagnole qui est qui entrave un peu l'installation de jeunes. Nosotros llevamos mucho tiempo reclamando ese respeto por parte de nuestras administraciones y de la sociedad en general como productores de alimentos que somos y no acaba de darse esa situación, no acaba. Il a ajouté aussi qu'en plus des entraves qu'il peut y avoir au niveau administratif, c'est vraiment un manque de soutien au monde de l'élevage et à l'image. Le gouvernement n'aide pas à donner une bonne image des éleveurs et du monde de la production agricole, et ça n'incite pas les jeunes à aller vers le métier d'agriculteur. Y luego nos encontramos muchos problemas de diversas maneras. Tenemos problemas de gestión de las explotaciones, de urbanismo, de permiso de esas licencias de las explotaciones.
Allí tienen la cabeza ahí en este sentido. Voilà, donc il dit un des gros problèmes, c'est quand même au niveau administratif les délais, les difficultés à obtenir des permis de construire les installations. Y luego, como ya digo, en España se está primando el poco esfuerzo a la gente joven de manera general, se está primando el vivir sin trabajar antes que hay que trabajar para vivir. Esto es muy fuerte, pero esto no está pasando. Voilà, donc il lance un message au gouvernement espagnol qui effectivement devrait plutôt soutenir le secteur de l'élevage plutôt que de faire des aides ou des soutiens pour ne pas travailler ou voilà. Il devrait récompenser les efforts de production. Entonces lo tenemos difícil, el relevo se hace pues con aquellas personas que forman parte de la familia, que de verdad les gusta el sector, que de verdad quieren seguir ese patrimonio que ya se ha creado en varias generaciones y que con mucho trabajo y dificultades pues quieren e intentan seguir, pero no lo tenemos nada fácil. Voilà, il dit que c'est vraiment pas simple et que le renouvellement des générations se fait aujourd'hui essentiellement à l'intérieur des entreprises familiales déjà constituées, où c'est un peu plus simple de s'installer, où la relève, c'est vraiment la génération suivante qui prend le relais, parce qu'ils connaissent déjà la production, qui est un métier difficile, et où c'est un peu plus facile, entre guillemets, d'entrer dans la filière. Pero por ser un poco optimista, que creo en todo esto, creo que en varios años las cosas tienen que cambiar. La alimentación es lo más importante de manera general, no lo estamos teniendo en cuenta y ahí está la sociedad en su conjunto, pero puede que nos encontremos con un bache donde no sea tan fácil comer, puede que nos pase, creo que nos va a pasar, es más, deseo que nos pase antes de que no tenga solución y creo que todo esto va a volver a sus cauces y va a ser muy importante y vamos a encontrarnos de lleno con el relevo, con las posibilidades de vivir de nuestro trabajo y de producir los mejores alimentos. Voilà, donc il souhaite quand même lancer un message d'optimisme parce qu'il croit profondément en la filière et en l'avenir. Et il pense qu'à un moment donné, il faudra que la société se rende vraiment compte de l'importance de l'alimentation et des produits alimentaires que le secteur de l'agriculture produit, qu'il faudra passer par là, peut-être tomber très bas pour se rendre compte de ce que ça représente. Et il est vraiment optimiste sur le fait que ça reviendra et qu'ils arriveront à relever les défis et à retrouver un secteur productif avec une vraie stratégie derrière. Alors justement, vous parlez de la société, il y a de plus en plus d'exigences sur le bien-être animal. J'imagine que ça vous concerne. On va commencer par Rios. Est-ce qu'il y a des exigences qui sont problématiques pour vous sur le bien-être animal? Il y a la législation pour le bien-être animal. Je commence à dire que le bien-être animal est très important. Et j'espère que la législation sera mieux et mieux, mais au niveau européen et pas au niveau des pays dans l'Europe. Et ça se passe maintenant en Hollande, qu'il y a des political parties qui essayent de produire des législations très augmentées comparé à les législations européennes. Et ça, c'est pour nous un très grand problème. Alors, hier, Sophie et Jackie nous avons dit de travailler ensemble en Europe pour créer une législation européenne avec un niveau très bien pour nos animaux, également dans tous les pays, et aussi défendre les frontières européennes contre les produits dehors l'Europe avec autre niveau. Mais maintenant, nous sommes concernés que ça va trop vite en Hollande et ça coûte beaucoup d'argent pour nous, mais nous ne pouvons pas vendre notre lait plus cher pour compenser pour les coûts. Et ça nous concerne. Oui.
Effectivement, on voit tout ce que vous dites, ça concerne aussi un peu les éleveurs français, c'est souvent les mêmes problématiques. Et alors moi je me dis, puisque vous êtes là, c'est bien d'être venu, et je crois que c'est la première fois que vous venez. Est-ce que votre visite vous a apporté des solutions ou des pistes, peut-être justement de plus de coopération entre pays européens? Qu'est-ce que vous retenez de ce Caprinov? Oui, j'ai compris bien votre question, mais contrôle. Que nous avons maintenant, nous connaissons mieux et mieux. Et nous avons décidé de rencontrer plus souvent, et peut-être chaque 2 mois, et parler de sujets européens. Et le bien-être animal est très urgent, mais aussi les décisions pour les émissions pour le climat, ça sera le prochain sujet. Alors, ça c'est que nous avons gagné cette semaine, que nous avons ensemble faire la guerre pour les élevateurs de chèvres en Europe, pour les éleveurs de chèvres. Même question à vous, Antonio. Est-ce que c'est la première fois que vous veniez? Et puis, quelles étaient vos attentes? Et est-ce que ça vous a apporté des réponses à vos problématiques en Espagne? Bueno, primero un momentillo para hablar de bienestar animal también. Un Il veut segundo. parler de bien-être animal aussi. Yo creo que Europa, como está diciendo el compañero, se tiene que replantear todo esto. Los ganaderos somos los primeros interesados que nuestros animales estén bien, los primeros interesados. Y si hay explotaciones ganaderas o ganaderos que lo hacen mal, castíguese. Voilà, donc il dit que la Commission européenne devrait voir les choses autrement, et il rappelle ce que d'autres disent aussi, que nous disons, que les éleveurs sont les premiers intéressés sur le fait que leurs chèvres soient bien, en bon état, etc. Voilà, et que du coup, il est quand même important de faire confiance aussi aux éleveurs sur la façon dont ils élèvent leurs chèvres. La ganadería existe desde que existe la vida, hace millones de años. Que l'élevage a toujours existé depuis des millions d'années. Y hemos vivido, hemos creado razas, hemos perfeccionado nuestra ganadería, lo hemos hecho lo mejor posible. Lo hemos hecho bien, no hemos necesitado la burocracia de la Unión Europea y estos políticos que no saben, que nos quieren imponer algo de los que no tienen ni idea. Voilà, donc effectivement, les éleveurs n'ont pas attendu les bureaucrates européens pour mettre en place des mesures d'amélioration de bien-être et de sélection des races et d'un travail vraiment très pointu en faveur des chèvres laitières, et que du coup, c'est quand même, ils prennent très mal le fait que ce soit des technocrates européens qui leur imposent des règles sur leurs exploitations. Entonces entendemos perfectamente que los tiempos cambian y que las cosas pues también cambian, ¿no? Y ahí estamos, pero dentro de la lógica, no dentro de una imposición de personas que no saben absolutamente nada de animales. Voilà, donc ils sont d'accord pour encore s'améliorer, encore évoluer, mais il faut le faire avec les éleveurs et non pas se faire imposer des choses. Y ya para acabar la pregunta que me has hecho. Il va répondre à ta question. Estuve en Caprinov en el 18, es la segunda vez que vengo. C'est la deuxième qui vient à Caprinov, il était venu en 2018. Lo que me llevo, pues la importancia del sector, ver mucha gente joven pues vinculada en el sector, ver toda la industria, ver que es un sector importante. Todo esto me anima, me lleva a seguir creyendo en lo que llevamos trabajando toda la vida. Voilà, et ce qu'il souhaite dire, c'est qu'il est vraiment très très impressionné de l'importance du salon. Il est agréablement surpris de la quantité de jeunes qui sont là et qui sont présents sur le salon. Et ça prouve que c'est un secteur qui a de l'avenir, qui a de plus en plus d'importance en France. Et ça le rebooste, ça le remotive dans ses fonctions et dans la vision qu'il peut avoir de la filière. Y luego la relación entre compañeros en Europa, dentro de Europa, y pues está Francia como principal productor en este momento, que ya superó a España.
tenemos a Holanda y tenemos a España. Y yo creo que hay que eliminar las competencias, lo hemos hablado muchas veces. Y con Jackie lo hemos hablado muchas veces. Al final somos productores, somos trabajadores del sector, productores y ganaderos de caprino. Y o nosotros establecemos esta alianza y tenemos relevancia dentro de Europa, y dentro del Parlamento Europeo tenemos voz y tenemos comisiones de trabajo y de verdad abordamos nuestros temas de manera juntos, como lo que somos, productores de caprino, o al final irán haciendo con nosotros lo que les venga en gana a gente que no sabe de esto. Así que... Il retient de Caprinov aussi l'importance de... C'est un lieu de retrouvailles avec donc notamment la France et maintenant les Pays-Bas, avec la France avec qui on a des liens réguliers. Antonio connaît très bien Jackie Salingard, le président de la FNEC depuis de nombreuses années. Et donc il souligne l'importance de travailler ensemble. Effectivement, on a besoin aujourd'hui de travailler encore plus ensemble au niveau européen, d'être présent auprès de la Commission, d'être présent au niveau du Parlement européen pour vraiment être présent et ne pas se faire imposer des choses. Mieux faire entendre la voix caprine. Un poco todo eso me llevo y los deberes para hacer. Voilà, donc il emporte tout ça avec lui et les devoirs à faire à la maison pour la suite. Bah, merci à tous les deux. On pourrait continuer à parler un moment parce que c'est vrai que les thématiques et les problématiques sont assez semblables à celles des Français, mais on doit laisser la place à une autre conférence. Donc j'invite les gens, ils vont descendre sur scène, donc si vous avez des questions à leur poser, j'imagine qu'ils seront ravis de vous répondre. Merci.